Marcelin Nadeau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, vous êtes député, mais vous êtes aussi coprésident de PIA, un parti qui organisait ce week-end son premier congrès. Alors est-ce qu'on peut déjà évoquer les objectifs de ce congrès ? Bon, déjà, c'est un congrès qui est prévu par nos statuts. Nous sommes une organisation démocratique, nous voulons l'être. Donc nous avons l'obligation d'organiser tous les 3 ans un congrès. Après, il y a eu la période Covid qui fait que bon, c'est 4 ans après. Et nous sommes donnés plusieurs objectifs. Déjà, définir avec nos militants, affiner notre manifeste, qui est notre socle de valeurs, parce que nous croyons que la politique aujourd'hui perd de ses repères, perd de ses valeurs. On a l'impression qu'il s'agit simplement d'une logique gestionnaire, et nous nous disons qu'il faut réenchanter la politique en remettant au cœur de la politique un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes, un certain nombre d'objectifs. C'est ce que nous avons partagé avec nos militants, et c'était aussi l'occasion d'inviter, de partager avec un certain nombre d'acteurs qui travaillent avec nous. Je parlais d'un certain nombre de députés, à la fois de France, de Guyane, et aussi même des députés européens, et aussi un certain nombre d'organisations martiniquaises, comme le RDM qui était là. Donc partager avec des amis, des partenaires, une analyse de la situation, pour voir comment, justement, sur la base d'un certain nombre de valeurs, on peut mettre en branle une dynamique capable de nous permettre non seulement de régler les problèmes du quotidien, mais d'envisager une transformation nécessaire de la société pour aller vers un autre monde possible. Alors aujourd'hui, quels sont les prochains objectifs, j'ai envie de dire, du parti ? Est-ce qu'il y a de grandes échéances que vous attendez particulièrement ? Alors très clairement, je crois qu'aujourd'hui, nous avons compris d'ailleurs la phrase ou les réflexions de M. Darmanin, insignifiantes quand même, mais qui révèlent quand même un manque de respect pour notre peuple. Et nous pensons très honnêtement que si un ministre français se permet de s'exprimer de la sorte, c'est que nous aussi, nous n'avons pas su nous rassembler pour imposer un rapport de force favorable. Alors nous sommes dans des discussions sans fin dans la sphère politique. Aujourd'hui, pour nous, il s'agit de créer une dynamique, un pôle politique fort. Quand nous disons politique, il est en mesure aussi de rassembler non seulement des formations politiques, mais également des organisations syndicales, associatives, pour reposer non seulement, et j'y reviens, les questions du quotidien, mais la nécessité de faire avancer ce pays, de transformer ce pays en profondeur. Mais quand on parle de transformation du pays, on n'est pas non plus complètement détaché des problématiques qui agitent notre planète, comme les problématiques écologiques, la misère qui s'accroît, la pauvreté qui se développe, etc. Alors justement, vous avez commencé à l'évoquer, ces propos de Gérald Darmanin. Pour nos téléspectateurs qui ne s'en souviendraient pas, c'était dans la semaine où le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer estimait que c'était l'État français qui avait aboli l'esclavage. La République, dit-il. La République, voilà. Et qu'il faudrait d'ailleurs aimer la République pour cela. Vous faites partie des députés qui avaient réagi immédiatement à ces propos. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à cette réaction ? Vous étiez 17 députés, notamment. Oui, déjà, on peut dire que c'est une réaction, un texte que nous avons publié qui a été largement diffusé, notamment au niveau de la presse française. Et puis M. Darmanin a parlé aussi, négligent, c'est soit de l'ignorance, soit du mépris, le combat salutaire de nos ancêtres pour sortir des chaînes de l'esclavage. Mais il a également parlé avec mépris que si nous voulions l'autonomie, qu'il fallait nous assumer, comme si nous ne nous assumions pas, comme si les réalités de ce pays n'étaient pas responsables des difficultés que nous avons. Bref, je crois qu'il faut que M. Darmanin nous respecte. Et d'ailleurs, je peux d'ores et déjà dire qu'au-delà de ce courrier qu'adressé à la presse française, nous envisageons de poser très sérieusement la question à Mme Borne de savoir s'il n'est pas nécessaire que M. Darmanin démissionne, qu'il démissionne au moins de ses fonctions relatives à ce qu'ils appellent les Outre-mer. Mais on ne peut pas avoir un ministre qui serait notre interlocuteur et qui affiche un tel mépris pour notre peuple. Et au-delà, je crois que les propos de M. Darmanin sont quelque part méprisables et on peut dire insignifiants. Mais ça nous renvoie à une réalité que j'évoquais tout à l'heure et celle que nous avons évoquée lors de notre congrès. C'est-à-dire de sortir de l'illusion de l'interlocuteur privilégié, de cette discussion permanente avec le gouvernement qui, sans rapport de force favorable et sans les Martiniquaises et les Martiniquais derrière, nous permettrait de faire avancer les choses. Mais nous avons compris qu'aujourd'hui, ce qui peut faire avancer les choses, bien sûr, que les politiques, dans la sphère politique, négocient, qui portent des idées, mais en même temps qu'ils s'appuient sur la mobilisation des Martiniquaises et des Martiniquais, sur la mobilisation des forces populaires martiniquaises, des forces syndicales, des forces sociales, et c'est comme ça que nous pouvons faire avancer
avancer les choses, mais pas en essayant d'être l'interlocuteur privilégié de je ne sais quel gouvernement français. Une mobilisation qui doit amener à quoi finalement? À plus d'autonomie, c'est ça? Mais il y a plus d'autonomie, c'est-à-dire qu'on lance un terme comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des réalités, il faut régler un certain nombre de problèmes. Des problèmes qui sont urgents. Alors je prends un de ces exemples, celui de l'énergie. Alors nous avons un certain nombre de compétences en matière d'énergie, en tout cas la région l'avait, la collectivité territoriale de fait là. Mais à un moment, les élus de Martinique avaient obtenu une habilitation pour pouvoir interdire que des panneaux photovoltaïques soient implantés sur du sol agricole ou dans des espaces naturels. Et bien, vous avez eu récemment une loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable qui pouvait menacer ce principe. Et ça voudrait dire qu'on aurait effacé ce que les Martiniquais ont pu faire grâce à une loi d'habilitation. Eh bien, si nous n'avons pas de pouvoir normatif, on ne pouvait pas remettre le principe. Alors que si nous avions pouvoir normatif, nous aurions pu le faire. C'est-à-dire qu'en plus des compétences, il nous faut peut-être, dans certains domaines, un certain nombre de pouvoirs normatifs pour adapter non seulement les lois, mais aussi, pourquoi pas, pour ériger des normes adaptées à nos réalités. Et ça, je crois que c'est la condition même de mise en œuvre de bonnes politiques publiques dans l'intérêt des Martiniquaises et des Martiniquais. Alors, vous avez parlé de mobilisation, de rapport de force. Ce rapport de force, il a existé notamment en 2009, lors de la grande grève de février. Ça a débuté le 5 février 2009, donc nous sommes 14 ans après. Vous considérez qu'il reste quoi de cette grande mobilisation de février 2009? Alors je suis moi-même allé, je salue l'initiative du syndicat CGT-SOM, je suis allé à leur manifestation, je me suis rendu avec mon collègue Pierre Daréville, qui est député du Parti communiste français. Alors bien sûr, on ne peut pas dire que 2009 a tout réglé, mais on ne peut pas non plus dire de manière excessive que 2009 n'a servi à rien. Je crois que 2009 a permis de comprendre qu'il y avait une réalité de la vie chère, et puis 2009 aussi nous a permis de comprendre qu'il y a un certain nombre de mécanismes. Alors aujourd'hui, il y aura une discussion très bientôt sur la question de la cherté de la vie. J'ai aussi un collègue, donc c'est notamment proposé par Johnny Ajar, mais j'ai également un collègue de réunionnais de mon groupe GDR, je peux parler de Frédéric Maillot, qui va faire une proposition sur les monopoles dans la grande distribution. Et je sens que les choses commencent à bouger. Parce qu'en fait, bon, on va faire une commission d'enquête très bien, mais je crois que les réalités, on les connaît. Mais aujourd'hui, il faut se dire, prendre le taureau par les cornes pour mettre de manière décidée, déterminée, en œuvre un certain nombre de mesures. Mais cela passe par un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne que dans le système d'économie de comptoir ou d'économie de conteneur dans lequel nous sommes, on ne pourra pas changer cette réalité-là. Pour la changer, il faut transformer le modèle économique et social que nous avons. C'est pour ça qu'il faut effectivement du réalisme. Et le réalisme n'est pas toujours du côté que l'on croit, mais du côté de ceux qui veulent. Et c'est tout l'engagement que nous avons pris à travers ce congrès avec nos partenaires, de changer cette société qui génère trop de misère et qui crée trop d'inégalités et qui crée trop notamment de difficultés au niveau de la vie concrète à travers ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Mais nous posons la question du pouvoir de vie d'ailleurs. Alors nous l'avons évoqué depuis le début de cette interview, mais on va le faire peut-être encore un peu plus sur cette dernière question. Vous êtes député, j'ai envie de savoir vos travaux parlementaires du moment. C'est quoi les prochains Alors c'est la retraite, beaucoup. C'est-à-dire que là, nous avons fait un certain nombre d'amendements. Mon groupe a fait à peu près 400 amendements. J'en suis pour ma part à une trentaine. Donc il s'agit de combattre cette réforme des retraites, parce que c'est 2 ans de nos vies qu'on veut prendre. Effectivement, je pense que, et comme l'ont dit un certain nombre de députés invités à notre congrès, la question des retraites, ce n'est pas seulement un dispositif technique, mais c'est une question de conception de la vie. Est-ce que vous pensez franchement que c'est lorsqu'on est tout près de la tombe qu'on doit pouvoir partir à la retraite? Je pense que, et il y a d'ailleurs un collègue qui a évoqué le cas des maires. En France, il y a un pourcentage très important de maires qui ont plus de 60 ans et qui sont à la retraite parce qu'ils ont plus de 60 ans et qui s'occupent des communes. Eh bien, ces maires-là, lorsqu'ils devront partir plus tard, ils seront donc forcément au travail et ne pourront pas s'occuper. Et je peux prendre d'autres exemples, celui des femmes, etc. Et je crois que vraiment, c'est une mauvaise réforme qu'il faut combattre, avec la nécessité quand même de poser un certain nombre de problématiques propres à nos pays, comme le niveau des pensions qui est inadmissible, comme aussi l'inégalité, etc., au niveau de ces pensions, etc. Et un combat qui passe donc notamment par l'Assemblée, qui peut passer aussi par la rue. Il y a des mobilisations syndicales mais moi, je crois qu'elle passe par l'Assemblée, par la rue, et je crois qu'il faut une interaction nécessaire, et je l'ai dit tout à l'heure, entre la rue et l'Assemblée, parce que le rapport de force, il ne sera favorable à ceux qui combattent cette réforme que si, justement,
assemblée et rue savent trouver les synergies et les convergences nécessaires. Mais est-ce que je peux rajouter quelque chose? Très rapidement. J'ai accepté de venir ici et j'ai répondu favorablement à votre invitation parce que nous voulons être un parti ouvert, mais je dois quand même dire aux téléspectatrices et téléspectateurs que je demeure solidaire de mon camarade, ami et coprésident Jean-Philippe Nilor, qui fait l'objet d'une poursuite judiciaire de la part de votre chaîne. Je tenais à le dire. Eh bien, vous avez été entendu, Marcelin Nadeau. Merci d'avoir accepté notre invitation.